Bienvenue dans votre revue de presse. Chaque semaine, l'Afrique trace une nouvelle page de son histoire, faite de défis à relever, d'espoir à nourrir et de réussite à célébrer. Et pour ouvrir ce voyage au cœur de l'actualité, commençons par poser nos pas au Bénin. Bénin. La conférence internationale sur la nutrition s'est tenue ce week-end à Cotonou et a été relayée en grande partie par les journaux. Fraternité BJ informe que les 27 et 28 septembre 2025, le Bénin a accueilli une conférence internationale majeure sur la nutrition, rassemblant membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, experts et décideurs autour du thème « Investir dans la nutrition ». Un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations. Au-delà des panels et discours officiels, c'est la mobilisation populaire qui a marqué les esprits. Plus d'1 millier de citoyens venus des 4 coins du monde et représentant plusieurs groupes socio-linguistiques ont répondu présents pour prendre part à la restitution des conclusions de la conférence. Cette rencontre, organisée au Palais des Congrès, visait à transmettre directement aux communautés les acquis et engagements de haut niveau afin que chaque citoyen devienne à son tour relais de sensibilisation. Selon la nation, le gouvernement béninois espérait mobiliser 200 milliards de francs CFA. Mais ce sont finalement 252,8 milliards de promesses de financement qui ont été annoncées à l'issue de la table ronde dédiée au projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Ce dépassement prouve, selon le journal, que la malnutrition infantile n'est pas une fatalité, mais un défi que l'on peut relever collectivement. Talon, cité par Le Soleil Bénin, résume la philosophie de l'engagement. Chaque enfant bien nourri, c'est une promesse de réussite. De son côté, Matin Libre souligne que le Bénin partage ses réussites avec le monde, tandis que le Matinal invite ses lecteurs à découvrir la déclaration finale de la conférence dans ses colonnes. Toujours au Bénin, Paul Rompé désigné candidat de la FCBE. Paul Rompé, candidat de la FCBE, titre Matin Libre, qui informe qu'après Romuald Wadaye, le visage des échéances électorales de 2026 se dessine de mieux en mieux. Cette fois-ci, c'est avec l'annonce le mercredi 1er octobre 2025 de la candidature de l'ancien ministre et ex-maire de Bopa, Paul Rompé. Secrétaire exécutif du parti d'opposition Force Cori pour un Bénin émergent, sa candidature vient à point nommé concrétiser les ambitions de la formation politique, désormais en coalition de gouvernance avec les 2 géants de la majorité présidentielle. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, avec comme leitmotiv le développement et la prospérité dans la paix et l'unité. Le premier chef de file de l'opposition est appelé à porter le flambeau de la FCBE en briguant la magistrature suprême en 2026. Même information à la une de Gaskiani Info qui affiche en manchette Paul Rompé désigné candidat de la FCBE. Paul Rompé, comme précisé par le journal, prendra part à la course à la Marina pour la première fois en tant que titulaire. Pendant que la FCBE désigne son candidat pour la prochaine course à la magistrature suprême, Visa Info s'intéresse au choix du duo du parti Les Démocrates pour 2026 et révèle à sa page 3 pourquoi Yahi fait durer le suspense. C'est l'omerta dans ce parti. Seul maître du jeu, le président Boni Yahi détient toutes les cartes du parti Les Démocrates. Il joue les prolongations et fiole ses plans. De sources bien renseignées, rapporte Visa Info, le président du parti Les Démocrates veut d'abord boucler le périple des positionnements pour les élections générales de 2026 avant de lever un coin de voile sur son duo. Nous restons au Bénin cette fois-ci avec Lionel Zinsou, nommé président de la fondation Semesiti, nous apprend Baluto Beji. L'ancien premier ministre béninois a été nommé pour siéger au sein du conseil d'administration de la fondation Semesiti. Lionel Zinsou est nommé au titre du collège personnalité qualifiée. La nomination a été prononcée par décret en date du 24 septembre 2025. Économiste franco-béninois, Lionel Zinsou a fait carrière notamment comme banquier d'affaires. Il a notamment dirigé le fonds d'investissement européen PAI Partners. Au sein du conseil d'administration, Lionel Zinsou ne sera pas le seul.
Afrique.com précise qu'en prenant la présidence de cette instance, Lionel Zinsou aura pour mission d'assurer un pilotage stratégique de haut niveau à un moment où les attentes sont fortes quant à la contribution de Semei-City au développement national et régional. À ses côtés siégeront 10 autres personnalités, dont 3 membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Véronique Tognifodé, le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaye. On note aussi la présence de personnalités issues de milieux académiques. Le décret portant création de la fondation Semei-City a été approuvé par le Conseil des ministres, réuni en sa séance du mercredi 24 septembre 2025. Même information à la une de Décryptage Info qui affiche éducation et innovation au Bénin, Lionel Zinsou, président de la fondation Semei-City. Innovation et recherche. Nous allons au Togo où Republic of Togo rapporte que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Kanka Malik Nachaba, a pris part cette semaine au Forum de la recherche et de l'innovation technologique organisé au Niger. Cette rencontre, qui a réuni principalement les représentants des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger, a marqué une exception notable, la présence du Togo dont le ministre a été l'unique invité extérieur à cette alliance. La participation de M. Nachaba illustre la volonté du Togo de s'inscrire dans une dynamique régionale de coopération scientifique et technologique au-delà des alliances politiques formelles. Togo First précise que parmi les thématiques abordées figurent l'agrotechnologie adaptée aux conditions du Sahel, l'intelligence artificielle appliquée à la sécurité et à la surveillance des frontières, ainsi que les énergies renouvelables et solutions locales pour réduire la dépendance aux importations. Au-delà des discussions, les 4 pays, à savoir le Togo, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, envisagent de développer une coopération scientifique concrète, incluant des programmes de bourses croisées et pour étudiants et chercheurs, la mise en place de laboratoires communs entre universités et centres de recherche, ainsi que le développement de prototypes technologiques locaux pour soutenir une agriculture durable. Pour l'AES et le Togo, l'objectif reste de bâtir un avenir fondé sur la créativité et l'innovation, en plaçant les enseignants, chercheurs et étudiants au cœur de ce projet. Présidentiel au Cameroun, Pierre Kwemo, l'ex-ami de Paul Biya, devenu opposant socialiste. Jeune Afrique rapporte que député et homme d'affaires, Pierre Kwemo est l'un des candidats socialistes à la présidentielle camerounaise du 12 octobre. En cette fin septembre, à quelques semaines de la présidentielle au Cameroun, le quartier général du candidat Pierre Kwemo à Tinga, dans le 2e arrondissement de la capitale Yaoundé, est en pleine effervescence. Les réunions s'enchaînent jusque tard dans la nuit, tandis qu'un gigantesque bus pavoisé à son effigie et aux couleurs de sa campagne stationne non loin. 237 Online revient sur l'histoire entre Pierre Kwemo et Paul Biya. Son amitié avec Paul Biya s'est forgée dans le café Mimosa, mais la tentative de coup d'État de 1984 a brisé leur lien, transformant Kwemo en un opposant farouche. Critique de la gestion des finances publiques, il rejoint le SDF en 1991, devient vice-président en 2010, puis fonde l'Union des mouvements socialistes UMS en 2011. Maire de Bafang depuis 2013, il incarne aujourd'hui un socialisme affirmé et défie son ancien ami à la présidentielle. Toujours au Cameroun, les candidats peinent à financer leur campagne. La campagne électorale pour la présidentielle a débuté le 27 septembre au Cameroun. Les candidats bénéficient de montants versés par l'État jugés dérisoires. RFI informe qu'au Cameroun, les candidats à l'élection présidentielle ont commencé à recevoir lundi 29 septembre la première tranche du financement public de leur campagne. Chacun des postulants bénéficie de 15 millions de francs CFA, environ 23 000 €. Une deuxième tranche pouvant atteindre 15 millions supplémentaires sera versée après le scrutin du 12 octobre, à condition que les candidats recueillent au moins 5% des suffrages. C'est un coup de pouce bienvenu pour l'opposition, même si beaucoup dénoncent la médiocrité de l'enveloppe et le manque de transparence qui entoure le financement des campagnes pour l'élection présidentielle du 12 octobre. Pour Hilaire Maker Nzipang, recalé par le Conseil constitutionnel et récemment rallié à Tomaino Ndam Njoya, les montants alloués par l'État aux candidats sont insuffisants au regard de l'ensemble des tâches à couvrir.
L'analyste politique camerounais Stéphane Akwa explique sur la DW que pour l'essentiel, les fonds mobilisés par les candidats pour leur campagne électorale proviennent des ressources qu'ils sont capables de collecter, soit en bénéficiant de dons de supporters, d'entreprises et d'associations qui collectent pour eux des sommes qu'ils leur reversent, soit quand ils ont une base relativement importante, une base électorale consistante, des cotisations des membres de leurs partis politiques respectifs. Si chacun des candidats a reçu 15 millions de francs CFA par souci d'équité, le politologue Njoya Moussa pointe pour sa part des modes de financement incontrôlés autres que les fonds publics. Et là, il se pose un problème fondamental parce que vous voyez, des élus locaux, les hauts fonctionnaires et quelques hommes d'affaires contribuent avec des montants faramineux de 20 millions, 50 millions et certains même 100 ou 200 millions au profit du RDPC, du parti au pouvoir. Il se pose donc le problème de la traçabilité des fonds. En guise de proposition, le politologue propose le plafonnement des contributions, qu'elles viennent du public comme du privé, mais aussi le plafonnement des dépenses de campagne pour tous les candidats. Toujours au Cameroun, les jeunes s'organisent pour surveiller les votes le jour J. Selon RFI, au Cameroun, alors que les candidats sont en campagne dans les principales villes du pays, les conversations autour de la surveillance des votes reviennent souvent dans les meetings. Dans ce paysage électoral souvent fracturé, des jeunes Camerounais refusent d'être spectateurs. Ils sont des milliers d'artistes, ingénieurs, étudiants à se lever pour dire « protège ton vote ». Plusieurs plateformes dédiées à la surveillance électorale ont vu le jour. Le rappeur Inks Zafran a troqué son micro contre un plan de mobilisation. Il se rend au QG de l'un des candidats de la présidence du Cameroun pour lui présenter sa plateforme Protège ton vote. La plateforme comptabilise près de 15 000 volontaires. L'objectif est de faire de chaque électeur un agent engagé dans le processus de surveillance électorale, à devenir un scrutateur indépendant. Pour ce faire, nous avons rédigé un pacte social que l'on fait signer à chaque candidat engagé à cette élection. L'objectif de ce pacte social est de restaurer un lien de confiance entre les citoyens et les personnes qui aspirent à les représenter, a-t-il déclaré au micro de RFI. Toujours les présidentielles au Cameroun, Akere Mouna se retire de la course au profit de Bello Bouba Maïgari. BBC News informe que l'éminent avocat anticorruption Akere Mouna s'est retiré de la course à la présidence du Cameroun en faveur de Bello Bouba Maïgari, un candidat originaire de la région nord du pays, riche en voix, considéré comme l'un des plus sérieux prétendants de l'opposition. Mouna du parti Univers a exprimé aujourd'hui son soutien à Maïgari lors d'un meeting électoral dans la capitale économique à Douala. Il devient ainsi le deuxième candidat à se retirer de la course et à soutenir la candidature de Maïgari à la présidence du pays après Caxton Seta Ateki. La formation d'une coalition avec Bello comme candidat fait suite aux appels croissants en faveur d'une union de l'opposition contre le leader vétéran Paul Biya qui n'a jamais été battu lors d'une élection. RFI précise que le camp du candidat Bello Bouba Maïgari a annoncé d'autres ralliements en vue de la présidentielle du 12 octobre. Si son porte-parole a assuré que des surprises peuvent encore arriver, il a affirmé que l'ex-ministre de Paul Biya ne cherche pas forcément à rallier tous les autres rivaux du chef de l'État, dont Issa Chiroma, lui aussi ancien ministre issu du nord du pays. Cependant, certains candidats ont jusqu'à présent préféré se présenter de manière indépendante. Reste à voir si d'autres fusionnent avec Maïgari, un ancien allié de Paul Biya qui a rompu leur alliance politique à quelques mois de l'élection. Banque et mobile money en fait connecter. La BCEAO simplifie les paiements. Envoyer de l'argent d'une banque vers un portefeuille mobile ou d'un opérateur téléphonique à un autre sans complication grâce à l'interopérabilité. La BCEAO transforme la vie quotidienne de millions de citoyens de l'UEMOA. Nous réglons nos factures, faisons nos achats et envoyons de l'argent en quelques clics. Mais jusque-là, chaque système fonctionnait comme une île isolée. Impossible, par exemple, d'envoyer directement de l'argent d'une banque vers un compte mobile money ou d'un opérateur à un autre aussi facilement. Afrique Financier rapporte que pour lever ces barrières, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a lancé une grande réforme, l'interopérabilité.
C'est la capacité des différents systèmes financiers à communiquer entre eux. Concrètement, cela permet à un client d'une banque d'envoyer de l'argent vers un portefeuille mobile ou à un utilisateur de Wave de recevoir un transfert venant de Move Money ou Orange Money sans aucun souci. Jeune Afrique s'interroge sur la capacité de la BCEAO à tenir sa promesse sans Wave. L'absence remarquée de Wave lors du lancement de la plateforme d'interopérabilité des paiements instantanés risque de limiter la portée et de fragiliser son adaptation à grande échelle. Cap sur le Burkina Faso. Le chef de la junte, Ibrahim Traoré, confirme l'arrestation de 6 fonctionnaires ivoiriens. Le Monde Afrique rapporte que fin août, 6 personnes travaillant pour une structure d'aide aux réfugiés ivoiriens ont été arrêtées par des supplétifs de l'armée burkinabé. Ils auraient franchi la frontière du pays. Le chef de la junte du Burkina Faso a confirmé au soir du dimanche 28 septembre l'interpellation fin août par des supplétifs de l'armée burkinabé de ces 6 fonctionnaires ivoiriens. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entretiennent des relations tendues depuis l'arrivée au pouvoir à Ouagadougou il y a près de 3 années du capitaine putschiste Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso accuse régulièrement son voisin de déstabilisation, ce qu'Abidjan nie. L'information est confirmée par le Figaro. Le Mali se lance dans la chasse aux fonctionnaires fictifs. Selon Deutsche Welle, les autorités maliennes estiment que plus de 36 000 personnes doivent être radiées des registres des fonctionnaires, ce qui crée des remous. Au Mali, c'est le scandale du moment. Il concerne la chasse aux fonctionnaires dits fictifs. Mais il semble que cette volonté des autorités maliennes de radier ces personnes pour réduire les dépenses publiques a privé de salaire des milliers de vrais fonctionnaires. Cet arrêt de versement des salaires devrait durer 3 mois. La colère ne retombe pas au sein de la coordination des syndicats signataires du 15 octobre 2016, regroupant l'essentiel des syndicats d'enseignement primaire et secondaire du Mali, qui a envoyé mardi dernier une lettre au gouverneur du district de Bamako. Celle-ci demande la non-suspension des salaires des enseignants déclarés non enrôlés, détenant pourtant leur récépissé. DW précise que Souleymane Mikella Maïga du syndicat national des enseignements des collectivités territoriales doute de la fiabilité du chiffre de 36 000 fonctionnaires considérés comme fictifs. Cela représenterait près de 5% de la masse salariale et quelques 48 milliards de francs CFA de salaire. Toujours au Mali, 2 ans de prison contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Selon Africa News, au Mali, le procès de l'ancien Premier ministre Moussa Mara s'est ouvert le lundi 29 septembre à Bamako. Poursuivi pour atteinte à la crédibilité de l'État et opposition à l'autorité légitime, il est accusé d'avoir exprimé sur les réseaux sociaux son soutien à des prisonniers politiques. Moussa Mara a comparu devant le tribunal de lutte contre la cybercriminalité de Bamako. L'ancien chef du gouvernement en fonction entre 2014 et 2015 est poursuivi pour des messages jugés attentatoires à la crédibilité de l'État et contraires à l'autorité légitime. Bamada.net précise que l'ancien Premier ministre a comparu lundi 29 septembre et qu'à l'issue de l'audience, le parquet a requis 2 ans de prison ferme contre lui. Prenant la parole, l'un de ses avocats, Maître Muntaga Tall, a indiqué s'en remettre à la sagesse de la Cour pour ne pas suivre le réquisitoire. Le délibéré est attendu pour le 27 octobre prochain. En attendant, l'ex-président d'honneur du parti Yelema demeure en détention. À Bamako, Tiani met en avant la coopération confédérale. APA News rapporte que le président nigérian, le général Abdourahmane Tiani, a effectué mardi une visite de travail à Bamako au cours de laquelle il a, avec son homologue malien Assimi Goïta, réaffirmé l'attachement du Mali, du Niger et du Burkina Faso à la Confédération des États du Sahel, mise en place en juillet 2024 à Niamey pour renforcer leur coopération en matière de défense, de diplomatie et de développement. Le chef de l'État nigérien a rappelé que les 3 pays évoluent dans un cadre confédéral, précisant que son déplacement visait d'abord à remercier les peuples maliens, burkinabés et guinéens pour leur solidarité. La Nouvelle Tribune rappelle que le général Abdourahmane Tiani, en visite de travail à Bamako, a réaffirmé la volonté commune des États de l'AES de bâtir une structure sécuritaire intégrée. Il a précisé que tous les problèmes de défense et de sécurité seraient désormais gérés par l'état-major installé à Niamey, déjà doté de plusieurs bataillons opérationnels. Cette organisation vise à unifier les efforts contre les menaces persistantes dans la région tout en réduisant la dépense aux appuis extérieurs. Gabon, législatives et locales, les Gabonais aux urnes. Gabon News rapporte que dans les 9 provinces du pays, les citoyens se rendent massivement aux urnes
pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les collectivités locales. Une nouvelle page de la vie république est sur le point de s'écrire. Ce scrutin est perçu comme un véritable test après une série de réformes saluées tant sur le plan national qu'international. Le climat semble apaisé et les acteurs politiques appellent à une élection pacifique, transparente et inclusive. RFI précise que les résultats des élections législatives du 27 septembre 2025 ont été rendus publics le 28 septembre dans la nuit. L'Union démocratique des bâtisseurs, UDB, le parti du président Oligui Nguema, est en tête. Il a remporté tous les principaux duels mais a été contraint à un second tour dans plusieurs sièges. Toujours au Gabon, l'organe de contrôle ACER fustige la mauvaise organisation des élections. RFI rapporte qu'au Gabon, les critiques sur la mauvaise organisation des élections législatives et locales du samedi 27 septembre se multiplient. Outre les candidats malheureux et plusieurs partis politiques, c'est désormais l'autorité de contrôle des élections et du référendum, un organe public, qui dénonce de graves dysfonctionnements. L'institution a publié une déclaration le mardi 30 septembre. Dans sa déclaration, l'ACER liste plusieurs manquements relevant de la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Wenceslas Mamboudou, président de l'autorité de contrôle et des élections et du référendum. La Côte d'Ivoire va construire une seconde raffinerie. APA News informe que le projet de seconde raffinerie pour un investissement de 7 milliards de dollars, soit plus de 3 900 milliards de francs CFA, confirme l'engagement de la Côte d'Ivoire à être un hub énergétique régional. Dans le sillage du projet de la nouvelle raffinerie, la société ivoirienne de raffinage a lancé jeudi 2 octobre 2025 les travaux de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration du gasoil, visant à réduire la teneur en soufre du gasoil produit en présence du Premier ministre Robert Mambé. Yessouan Seyi revient sur les propos du ministre du Pétrole et de l'Énergie. Ce complexe de la cire d'un coût de 545 milliards de francs CFA est un outil stratégique qui va transformer durablement la qualité du gasoil en mettant à la disposition des consommateurs des produits conformes aux normes internationales. La construction de ce complexe constitue le premier jalon d'une série de projets structurants identifiés qui seront réalisés par la CIR, dont le projet d'une seconde raffinerie, a-t-il indiqué. Cette seconde raffinerie représentera presque 2 fois la CIR actuelle, soit une capacité de 170 000 barils par jour pour un coût estimé à 7 milliards de dollars, soit 3 912 milliards de francs CFA, a ajouté le ministre ivoirien du Pétrole et de l'Énergie. Toujours en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam appelle à une pression sur Ouattara. D'après APA News, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Tidjane Thiam, dont la candidature à l'élection présidentielle a été rejetée par le Conseil constitutionnel, a réagi sur le rapport d'une mission d'évaluation préélectorale de l'IRI rendu public le 26 septembre 2025 pour en déduire qu'il faut faire pression sur le président Alassane Ouattara. L'ONG américaine International Republican Institute a conduit une mission d'évaluation préélectorale en Côte d'Ivoire du 21 au 26 septembre 2025, dirigée par Madame Jenaï Cox, directrice division Africa. Africa 24 confirme l'information et précise le rapport dont les conclusions confirment les graves lacunes du système électoral ivoirien. Le rapport épingle notamment une liste électorale non actualisée, l'exclusion de candidats majeurs et la détention de figures de l'opposition. Nous restons en Côte d'Ivoire où le gouvernement interdit les manifestations contre l'exclusion de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Africa Radio rapporte qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement a interdit jeudi 2 octobre toute manifestation contestant l'exclusion de candidats d'opposition de l'élection présidentielle du 25 octobre. Une décision qui accentue les tensions politiques. À quelques semaines de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé jeudi 2 octobre l'interdiction des meetings et manifestations contestant l'exclusion de plusieurs figures de l'opposition. Une décision qui vise directement le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI de Laurent Gbagbo, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI de Tidjane Thiam, dont les candidatures ont été rejetées par le Conseil constitutionnel. Dans ce contexte, l'opposition avait appelé à une marche samedi pour la démocratie, la justice et la paix. Celle-ci a été interdite par la préfecture au motif de risques élevés de troubles à l'ordre public. Le PPACI de Laurent Gbagbo a dit prendre
prendre acte de cette interdiction et a reporté son rassemblement au 11 octobre. Le PPACI déplore cette situation, mais appelle ses militants à rester mobilisés, a déclaré Sébastien Dano Djedje, secrétaire exécutif du parti. L'Infodrome rapporte donc que le PPACI prend acte de l'interdiction et annonce son report au 11 octobre 2025. Nous allons cette fois-ci au Sénégal. Poursuite contre Macky Sall, Diomaye Faye assure la sérénité de la justice sénégalaise. Selon Séné Plus, le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye a tenu à rappeler lors de son entretien exclusif avec France 24 ce 26 septembre 2025 l'importance du respect de l'état de droit et des principes fondamentaux de la justice dans le pays. Répondant à une question sur d'éventuelles poursuites contre Macky Sall, il a indiqué que l'ordre républicain et la paix civile reposent sur une justice équitablement distribuée. Kewoulo revient sur les propos du président sénégalais. « Je fais toujours la différence entre se faire justice et rendre à la justice. Rendre à la justice suppose respecter la présomption d'innocence de tout individu, respecter ses droits et lui assurer un procès juste et équitable. Quel que soit le citoyen concerné, ce sont les règles, les procédures et le droit sénégalais qui vont s'appliquer. » Selon le président sénégalais, rendre à la justice implique de respecter la présomption d'innocence de tout individu. Ce à quoi nous nous employons au Sénégal, a-t-il réaffirmé. Toujours au Sénégal, Dip Doundou Guiss signe un contrat de distribution exclusive avec Sony Music Africa francophone. All Africa informe que le rappeur sénégalais Dip Doundou Guiss a annoncé avoir signé un contrat de distribution exclusive avec le label Sony Music Africa francophone. Cette signature, indique un communiqué de presse, permettra de structurer et d'amplifier la carrière de l'artiste. Cette signature ouvre une nouvelle page de ma carrière. Elle me donne les moyens de partager ma musique avec un public plus large, tout en restant fidèle à mon identité et à mes racines, a déclaré Dip Doundou Guiss. Séné News précise qu'un nouveau single sera bientôt dévoilé avec un clip et viendra officialiser ce chapitre. L'artiste prévoit également une série d'activations pour 2025 et 2026. Concerts, projets visuels et d'autres initiatives destinées à renforcer son lien avec le public. Tchad Info nous rapporte qu'en Centrafrique, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a signé lundi un décret convoquant le corps électoral pour le premier tour des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales du pays, prévu pour le 28 décembre 2025. Selon un document diffusé sur les ondes de la radio nationale, la campagne électorale s'ouvrira le 13 décembre à 6h et prendra fin le 26 décembre à minuit. Les scrutins se dérouleront sans interruption le 28 décembre de 6h à 18h. L'information est relayée et confirmée par Le Monde FR et Xinhua French. Nous faisons un tour au Nigeria avec la grève au sein de la méga raffinerie Dangote. Selon RFI, au Nigeria, un mouvement de grève a débuté lundi 29 septembre et touche notamment les agences publiques du secteur pétrolier à l'appel de l'Association des cadres du pétrole et du gaz au Nigeria. Le syndicat est engagé dans un bras de fer avec le milliardaire Aliko Dangote, accusé d'avoir licencié des centaines de travailleurs affiliés à Pangassan, employé au sein de sa méga raffinerie située en périphérie de Lagos. Wakatsira informe que la grève qui paralysait la méga raffinerie de Dangote a été suspendue le mercredi 1er octobre 2025. L'association des cadres du pétrole et du gaz naturel a pris cette décision à la suite d'un accord conclu entre le syndicat, la direction du groupe Dangote et le gouvernement nigérian. L'entreprise a accepté de réintégrer les 800 employés dont le licenciement a été à l'origine de la colère des travailleurs. Ainsi s'achève notre revue de presse de la semaine. Merci pour votre fidélité et votre écoute attentive. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. Je suis Coralie Poyon, coach, journaliste et animatrice à Coaching TV. À la réalisation, Aurélie Atta, réalisatrice à Coaching TV.